On se pose souvent la question, qu'est-ce qui fait qu'un livre nous captive vraiment? Mais vous savez, ce genre de livre qu'on ne peut pas lâcher et qui nous reste en tête longtemps après l'avoir fini. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui rend une histoire unique et impossible à oublier? Exactement. Eh bien, bienvenue dans The Deep Dive. Ici, on explore vos sources, on plonge vraiment dedans. Aujourd'hui, on va se pencher sur des extraits de romans que vous nous avez envoyés. On va essayer de comprendre ce qui les rend si fascinants, si particuliers. Ensemble, on va décortiquer ce qui fait que cette œuvre, pour certains, est tout simplement captivante et inoubliable. Alors, installez-vous confortablement. On espère que vous aurez envie de lire ce livre après notre discussion. On commence par faire connaissance avec Nana, mais avant même qu'elle n'apparaisse. On la découvre à travers les yeux des autres, notamment Bordenave, le directeur de théâtre. Lui, il est convaincu que Nana a quelque chose de spécial. Ah oui, Bourdenave, il n'y va pas par quatre chemins. Il dit carrément que toute la salle tirera la langue en la voyant. C'est clairsé. Et il insiste sur sa peau. Ouk! Une peau. Comme si sa simple présence physique suffisait à faire un spectacle extraordinaire. C'est assez fascinant, non? Tout à fait. Et tout Paris est en effervescence. Imaginez, Paris s'occupait depuis 8 jours de cette fameuse Nana. Son arrivée est un véritable événement. Et ça se ressent dans l'atmosphère du théâtre. L'auteur décrit bien la foule qui s'installe, ce murmure pâmé qui parcourt la salle. L'orchestre joue une valse, un rythme canaille avec un petit rire de polissonnerie dans la musique. On sent que Nana va bousculer les conventions. Ah oui, et puis à la claque, ces gens payés pour applaudir, ils tapent déjà des mains avec force. On met vraiment le paquet pour créer un spectacle grandiose. Mais voilà, Nana se fait attendre. Et les premières scènes, eh bien, elles ne sont pas à la hauteur. Le public est plutôt froid, on dit même que c'est ennuyeux. C'est un peu décevant après tout ce battage médiatique. Du coup, l'attente autour de Nana est encore plus grande, tu trouves pas? Carrément. Un murmure inquiétant commence à monter dans la salle. Les gens ne regardent plus la scène, ils se regardent entre eux. Tout le monde se demande où elle est passée. Cette Nana se faisait bien attendre. Franchement, l'auteur sait comment nous tenir en haleine. Et là, soudainement, la claque se remet à applaudir avec la régularité d'un feu de peloton. C'est un signal, ça veut dire que Nana arrive enfin. On sent que quelque chose d'important va se passer. Et l'effet est immédiat. On le voit dans la loge des Moufas, le comte est sous le choc, il a des taches rouges sur le visage. Et le marquis de Chouard, lui, la regarde avec des yeux de chat, phosphorescents, pailletés d'or. C'est assez perturbant comme description. L'atmosphère du théâtre devient électrique. 1500 personnes entassées, noyées dans l'affaissement et le détraquement nerveux d'une fin spectacle. On sent une tension palpable, des désirs inavoués qui flottent dans l'air. C'est vraiment bien rendu, on est plongé au cœur de cette ambiance. Mais la phrase qui résume le mieux le pouvoir de Nana, c'est celle-ci. Elle restait victorieuse avec sa chair de marbre, son sexe assez fort pour détruire tout ce monde et n'en être pas entamée. Cette phrase, elle est essentielle. Elle nous montre la nature de Nana, son côté fascinant mais aussi destructeur. Qu'est-ce que tu en penses, Sabrine? C'est une image très forte. Chair de marbre, ça évoque une beauté froide, inaccessible, mais aussi une puissance presque menaçante. L'idée que son sexe puisse détruire tout ce monde sans qu'elle en soit affectée, ça montre bien son pouvoir de séduction et le danger qu'elle représente pour les hommes. C'est vraiment l'archétype de la femme fatale. Exactement. Et après la représentation, on découvre une Nana plus terre à terre. Elle demande simplement apportez-moi un pot de pommade et une livre de praline. C'est marrant ce contraste entre la diva sur scène et la femme ordinaire en coulisses. Ça ajoute au mystère, tu trouves pas? Oui, c'est sûr. Et puis on voit aussi ses interactions avec les autres. Rose Mignon, par exemple, elle est jalouse de Nana. C'est normal. Nana est une rivale pour elle. On voit que Nana n'est pas juste une image. Elle a un impact réel sur les gens autour d'elle. On découvre aussi son côté capricieux. Quand une représentation est annulée, elle est ravie, tout ce qu'elle veut, c'est dormir. Elle fait ce qu'elle veut, elle se moque des conventions. C'est une femme libre, indépendante. C'est peut-être ça qui la rend si fascinante. Et les réactions face à Nana sont différentes selon les milieux sociaux. La comtesse Sabine et son entourage, ils la regardent de loin. Madame Hugon, elle, a un autre point de vue. On sent une complexité sociale dans le livre. Oui, c'est intéressant. Et puis, il y a des personnages qui gravitent autour de Nana, comme Fauchery, Vendeuvre et les Moufas. Ils sont tous fascinés par elle, même s'ils ne le montrent pas toujours. On sent que ces relations vont être importantes dans l'histoire. Vendeuvre et Fauchery, par exemple, ils laissent entendre qu'ils ont déjà vu Nana avant. Ça ajoute du mystère. On se demande quel est son passé, d'où elle vient. La comtesse Sabine, elle invite Nana chez elle, mais elle ne prononce jamais son nom pendant leur conversation. C'est un silence gêné.
On sent que Nana dérange, elle bouscule les codes de la haute société. Le comte Muffa, lui, il prétend ne pas connaître Nana quand Vendeuvre le taquine. Mais on sent bien qu'il est attiré par elle. Cette relation, elle promet d'être explosive. Ce qui est captivant aussi dans le livre, ce sont les moments de tension, les conflits. Le souper chez Nana, par exemple, c'est un vrai chaos. Tout le monde voit, il y a des disputes, de la jalousie. Mais Nana est au centre de tout ça. On voit ses sautes d'humeur, son côté possessif. On parle aussi d'argent. Steiner lui fait des propositions. Muffa va s'endetter pour elle. Derrière le glamour, il y a une réalité crue. Et ses relations avec les hommes sont souvent tumultueuses. Foucarmont qui s'effondre ivre-mort, Fontan qui est violent, Georges qui est fou amoureux d'elle. Nana provoque des passions dévorantes, destructrices. C'est clair. Nana est ambitieuse. Elle veut monter dans la société. Elle dit même qu'elle aimerait connaître la reine Augusta. Elle veut s'élever, sortir de sa condition. Et elle y arrive. Son ascension sociale est fulgurante. On voit le contraste entre son passé et sa vie actuelle, luxueuse, extravagante, et puis il y a l'histoire de son cheval, qui s'appelle aussi Nana. Ah oui, cette victoire inattendue à la course. C'est un symbole, ça montre que Nana est une force de la nature, que rien ne peut l'arrêter. Cette victoire, elle fait scandale. Certains sont jaloux, d'autres méprisants, d'autres encore fascinés. On voit bien les réactions de la société face à cette femme qui bouscule les codes. La comtesse Sabine, elle, essaie de faire comme si de rien n'était, mais son mari Moffat a beaucoup changé. Il est plus vieux, plus pâle. Nana laisse des traces sur son passage. Et puis le livre prend un tournant plus sombre. On voit l'impact négatif de Nana sur les gens autour d'elle. Georges est désespéré. Moffat est obsédé par elle. Sabine finit par s'enfuir avec un autre homme. Nana détruit tout sur son passage. Un jour, Nana disparaît. On vend ses biens aux enchères. C'est la fin d'une époque. Nana, la star, la courtisane, elle n'est plus. On voit Moffat qui attend devant chez elle. Il est toujours amoureux, il ne peut pas l'oublier. C'est un personnage pathétique, prisonnier de son obsession. Et puis on apprend que Nana est morte. On ne sait pas vraiment comment. Il y a des rumeurs. Sa mort est aussi mystérieuse que sa vie. La dernière scène du livre est très forte. La chambre de Nana est vide. Et on entend un cri qui monte du boulevard. À Berlin, à Berlin, à Berlin, à Berlin. Ce cri, c'est un écho à la guerre franco-prussienne. C'est comme si la destruction que Nana a semée autour d'elle se propageait à tout le pays. C'est une fin tragique qui donne à réfléchir. Ouais. Ce qui rend ce livre captivant, c'est la personnalité de Nana. Elle est fascinante, destructrice, elle représente le pouvoir de la femme. C'est un roman qui parle de désir, de ses conséquences. Il critique la société de l'époque, mais c'est aussi un drame personnel très touchant. C'est une lecture inoubliable. On est pris dans l'histoire, on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages. Si vous cherchez un livre qui vous transporte, qui vous fasse réfléchir, je vous conseille vraiment de lire ce roman. Et si vous voulez une expérience encore plus immersive, il y a une édition illustrée disponible chez Édition Quill sur Amazon.fr. Les illustrations sont magnifiques, elles donnent vie à l'univers du livre. Et pour finir, une question. Pourquoi des personnages comme Nana continuent de nous fasciner aujourd'hui? Qu'est-ce qui les rend si inoubliables? Bonne question. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive. À bientôt pour une nouvelle exploration. À bientôt.